Alors moi, on m'a proposé de venir, Cécile Roche. Donc je suis directrice du Lean et de l'Agile du groupe Thales. Alors il faut savoir que chez Thales, on fait du Lean sur le cycle de vie de produits complet. Je parle produit au sens large, hein, ça peut être produit physique ou produit système logiciel. Ce qui veut dire qu'on fait aussi bien du Lean en amont, dans l'ingénierie, dans l'industrialisation, en production, en service. On travaille sur tout le long du cycle de vie, ce qui veut dire que moi je rapporte à deux patrons de chez Thales, le patron de l'industrie et le patron de l'ingénierie. Donc ce que je vais vous dire peut s'illustrer dans les deux domaines. Je vais vous parler de en quoi le flux tiré est un sujet d'autonomie. Et le flux tiré, j'insiste parce que c'est important, c'est un principe qui est aussi bien applicable en production qu'en développement, avec des outils et des mises en œuvre différentes, mais le principe est le même. Non. C'est pas celui-là, c'est dans l'autre sens. D'accord. Alors, première question, avant de passer au flux tiré, qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? Parce que l'autonomie, c'est pas un truc hors sol. Alors, j'ai discuté il y a peu de temps avec des gens qui sont dans des entreprises qui essayent de se libérer, on va dire, d'une façon générale. Et ils me disaient, par exemple, chez nous, l'autonomie, on prend le manager, l'équipe, ils vont discuter ensemble, ils vont négocier, on fait un brainstorming, et ils vont décider de ce qui est de la responsabilité du manager, de la responsabilité de l'équipe, et puis de ce qui est délégué, mais sous contrôle. Et là, moi, il m'a sauté un truc à la figure, c'est que il n'y a pas d'autonomie sans produit. C'est-à-dire qu'on n'est pas autonome, on est autonome à faire quelque chose. Donc, une équipe doit faire quelque chose, produire quelque chose au sens large du terme, hein, ça peut être du logiciel, ça peut être ce qu'on veut. Et donc la question d'autonomie, c'est de savoir si on est autonome à faire quelque chose et à le faire dans différents cas de figure. Si vous prenez l'exemple du permis de conduire, mon fils a eu le permis de conduire il y a quelque temps, et évidemment la première chose qu'il a fait, c'est de me demander ma voiture, et évidemment je lui ai dit oui, mais je t'accompagne, ce à quoi il était tout à fait d'accord. Donc il est censé être autonome à conduire puisqu'il a le permis de conduire. Néanmoins, quand on est allé sur Paris, il m'a dit le périph, tu m'y emmènes pas, et la place de l'Étoile non plus. Et je lui ai répondu le périph, on va y aller, tu vas voir, c'est pas si dur, mais la place de l'Étoile, t'as pas tort, on va attendre un peu. Parce que les règles sont sensiblement pas les mêmes que sur le reste de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai augmenté son autonomie d'un cas de figure, qui était le périph. Et puis la prochaine fois, on ira sur un autre cas de figure, qui est la place de l'Étoile. Et puis quand mon mari s'est pris un Belge en Angleterre parce qu'ils regardaient tous les deux du mauvais côté, il a découvert que quoi qu'il en pensait, son autonomie n'était pas tout à fait totale non plus, dans certaines circonstances. Donc l'autonomie, c'est vraiment comment on va développer la capacité d'une équipe à être autonome, à faire quelque chose, donc à produire, dans un certain nombre de cas de figure. Et c'est vraiment ça l'autonomie, et c'est important de l'avoir en tête, c'est pas ni de l'indépendance, ni de l'abandon. Et qu'est-ce que c'est qu'une équipe autonome ? Comment devient-on autonome ? On est autonome parce qu'on comprend quel est l'effet des choses qu'on fait sur la valeur client au final. Parce que tout ce qu'on fait, quand je parle de produire, au sens large du terme, c'est de faire quelque chose qui va servir au client. Donc c'est de créer de la valeur pour le client. Et l'autonomie commence par savoir quel est l'effet de ce qu'on fait sur le client. Ça a peut-être l'air comme ça très évident. Pensez donc au nombre de personnes, et vous-même d'ailleurs, demandez-vous si chaque fois que vous écrivez une ligne de code ou que vous soudez un fil, vous avez une idée de l'effet que ça a sur le client. Dans la plupart des cas, on l'a bien perdu. Hein. On l'a bien perdu. Donc déjà, comprendre quel est l'effet de ses décisions et l'effet de ses actions sur la valeur client, c'est une première chose fondamentale de l'autonomie. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a compris en quoi ce qu'on fait a de l'importance et quel effet ça a, eh ben c'est de savoir tout seul se rendre compte si on est bon ou si on n'est pas bon. Donc si on n'est pas bon, on a un écart. Et c'est pas un drame, c'est une situation normale. Parce qu'à partir du moment où on essaye de faire quelque chose, il y a des chances que ça se passe pas comme prévu. Si tout se passait comme prévu, j'aurais été à l'heure ce matin. Donc, dès qu'on a un écart, on est capable de voir l'écart. Et ça, c'est une deuxième chose très importante. C'est-à-dire de savoir si les gens sont capables tout seuls de voir les écarts et qu'on soit d'accord sur ce que c'est qu'un écart. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à travailler il y a très longtemps, j'avais fait une carte électronique
nous avions fait ensemble. Enfin, c'était moi l'ingénieur qui avait fait la carte. Et puis, j'étais super fière de moi parce qu'elle était sans fil. Et à l'époque, il n'y avait aucune correction. La carte était bonne du premier coup. Et puis, visite de labo, arrive le grand patron. Alors moi, j'étais un petit scarabée, j'étais dans un coin. Hein. Mais mon chef prend la carte électronique, hein, puis il la montre. Voilà, tout content. Voilà, on a fait une carte. Regardez, elle est bonne du premier coup. Et le chef, il prend la carte, il la regarde et il fait. Eh ben heureusement. Je le hais. Je vous promets, si je le trouve, je l'écrase. Et pourtant, ça fait des décennies. Je le hais, il m'a pourri ma vie. Pourquoi ? Parce que lui et moi n'étions pas du tout d'accord sur ce que c'est que d'être OK. Lui et moi n'étions pas du tout d'accord sur quand est-ce que c'était bon et pas bon. Parce qu'on n'était pas du tout alignés là-dessus. Donc, être d'accord sur ce qui est bon, pas bon, et donc être capable tout seul de détecter si on est OK ou pas OK, c'est fondamental. Parce que déjà, ça veut dire qu'on va être efficace, mais ensuite, ça veut dire qu'on va se gagner tout le temps de discussion qu'on passe tous à dire « Ah oui, mais c'est pas ma faute. Mais en vrai, on n'est pas si mauvais que ça. Oui, mais regarde, ça s'explique parce que j'avais pas ceci, j'avais pas cela. » C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on voudrait que toute cette énergie qui est passée à se justifier, à s'expliquer, voire à s'engueuler, on la passe à résoudre des problèmes. Donc, deuxième chose de l'autonomie, être capable de voir tout seul, immédiatement, si on est bon ou pas bon. Et troisième chose de l'autonomie, c'est qu'une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, une fois qu'on est capable de voir si on n'est pas bon, eh ben on est capable de résoudre les problèmes. On est capable de réduire ces fameux écarts. C'est ça, la notion d'autonomie. Alors, en quoi ça a un rapport avec le flux tiré ? Alors, qu'est-ce que c'est que le flux tiré et comment ça marche ? Là, je vous ai mis des trucs un petit peu techniques, on va pas y passer trop de temps, mais quand même, le flux tiré commence toujours par un même rêve. Dans la vraie vie, vous avez un travail qui n'est jamais homogène. Alors, si vous faites de la finance, en fin de mois, vous allez faire des consolidations, vous allez bosser comme un malade et y passer la nuit. En début de mois, il y a moins de choses à faire. Si vous faites des projets, vous allez à un moment attendre le prototype qui est pas arrivé, il y a moins de choses à faire, puis à un moment il faut tout faire en même temps, on n'a pas le temps. Si vous faites de la production, les clients ils vous commandent des produits de façon non lissée, quand ils en ont besoin. Donc le premier rêve du Lean, le premier rêve du flux tiré, c'est de lisser. C'est-à-dire qu'on va essayer d'équilibrer notre façon de travailler de façon à ce que on travaille de façon homogène, et que notre niveau de ressources et d'énergie nécessaire soit au regard de cette valeur lissée. Alors, en production, on fait ça en créant un client idéal. C'est-à-dire qu'on a un client réel et qu'on regarde avec énormément d'attention et qu'on livre toujours à l'heure. Et puis, on crée un client idéal à travers un outil qu'on appelle une boîte de lissage qui va lisser la charge. Et il y en a un tampon entre les deux pour s'assurer que c'est cohérent. Et on va lisser. Ça, c'est le premier moment du flux tiré. Ensuite, évidemment, en prod, et d'ailleurs pas en prod, mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on connaisse le tact. Le tact, c'est le cycle, c'est lié à la demande du client. Donc c'est une donnée qui est totalement exogène, c'est-à-dire ça ne dépend pas du nombre de gens que vous mettez dessus, des ressources que vous avez, ça dépend du besoin du client versus le temps d'ouverture que vous avez, le temps de travail. Donc le temps de production versus la quantité. Ça veut dire que ça vous donne le rythme de votre usine. Et chaque fois qu'on calcule le tact dans les usines Thales, les gens tombent de leur chaise parce qu'ils sont persuadés qu'on est sur des rythmes très lents. Et puis dès qu'on additionne le nombre de produits qui sortent d'une usine comme Vendôme, on se rend. Vous le connaissez le tact de Vendôme ? 2 minutes. À Vendôme, il sort un produit toutes les 2 minutes. Alors quand on me dit oh là là, ça n'a rien à voir avec l'automobile, je rigole. Donc ça, ce tact, il vous donne le rythme. Ensuite, on a l'idée qu'il faut non seulement lisser notre charge en énergie, mais qu'il faut la lisser en nature d'activité. C'est-à-dire éviter de faire tous les produits le premier jour, puis les deuxièmes produits le deuxième jour, etc. Et on a ce qui s'appelle le mixage fractionnement. Ça aussi, c'est un principe général dont la mise en œuvre se fait de façon différente suivant ce qu'on fait, mais si vous avez votre agenda, qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Vous faites des choses qui sont planifiées, vous faites des choses qui ne sont pas planifiées, qui vous tombent dessus. Vous lisez vos mails et en fonction de qui, ici, j'imagine que ça vous prend un temps qui est toujours supérieur à celui que vous avez en tête.
Comment vous arrivez à lisser votre agenda pour pas travailler les fins de semaine comme des malades? Comment vous arrivez à faire en sorte que vos mails, vous les lisez pas pendant 10 heures, mais vous un petit peu chaque jour? C'est la même chose. C'est exactement les mêmes principes. Donc là, en industrie, on a des outils, et là j'ai choisi de vous montrer des outils du flux tiré qui commencent en dehors du flux tiré. Première chose qu'on espère voir dans une usine sur laquelle on fait du lean, c'est le nombre d'accidents du travail. Parce que la première chose qu'on fait, c'est s'occuper des gens. La première chose qu'on fait, c'est de permettre aux gens d'avoir les moyens de travailler en sécurité. Puis ensuite, on a le plan de chargement camion qui vous dit où sont les vrais clients. Et puis ensuite, on a la boîte de lissage qui crée notre client idéal qui va faire que, à l'intérieur, on va travailler de façon régulière. Et tout ça va nous permettre de voir tout ce qui ne marche pas. Et non pas de faire un truc qui tourne super bien. C'est-à-dire que quand on travaille comme ça, si le banc est en panne, on va le voir tout de suite, il va falloir s'en occuper tout de suite, sinon c'est le bazar. S'il manque des composants, il va falloir s'en occuper tout de suite. Et puis, l'autonomie de l'équipe, c'est le fait qu'on lui donne non seulement l'autorisation, mais la possibilité de voir ce qui ne va pas à travers le lanceur et de s'arrêter à travers le grand principe du Jidoka, c'est-à-dire je m'arrête dès que j'ai un problème. Quand on n'est pas en prod, on est sur les mêmes sujets, c'est-à-dire on va travailler en flux d'une façon générale. Travailler en flux, ça veut dire faire en sorte que les choses qu'on fait, la construction de la valeur client, si vous faites du développement, vous allez écrire des specs, et puis développer du design, et puis commencer de faire des morceaux de hard, et puis l'intégrer avec du soft, et puis au final, vous aurez un produit que vous allez livrer à votre client. Et le premier but qu'on a, c'est que tout ça se fasse de façon fluide, sans arrêt, avec des choses qui circulent, qui soient possible facilement à comprendre en petite dimension et facile à comprendre par les gens. Deuxième sujet, c'est tirer, c'est-à-dire que on va créer ce qui est nécessaire pour créer la valeur du client et non pas faire ce qu'on a envie de faire parce que c'est ce qu'on doit faire. Exemple, si on doit écrire, moi je dois écrire la spécification d'un développement, mais pour pouvoir tenir une décision importante à prendre au début qui est est-ce qu'on va choisir la techno A ou la techno B, il faut que j'écrive le bout de spec qui concerne ça et pas tout le reste de la spec. Donc je vais pas m'écrire toute la spec et puis la livrer un jour à des gens qui ne vont s'en servir que d'un petit bout. Je vais écrire le petit bout de spec, le livrer aux gens qui vont me poser des questions parce que j'aurais pas écrit ce qu'ils voulaient, parce que dans la vraie vie ça se passe pas comme on veut, et on va pouvoir prendre cette première décision et continuer d'avancer. Et c'est cette logique de tirer. Donc vous voyez, on transfère complètement cette logique de travailler tiré par le client également dans des activités qui ne sont pas récurrentes. Et le dernier sujet, c'est la cadence, c'est de mettre du rythme. Donc de même en production, on a vu qu'il y avait un tact qui donnait le rythme de l'usine. Et en développement, on met également un rythme à tout ça pour que les gens soient capables de voir très vite ce qui ne va pas et de s'arrêter très vite et d'avoir des cycles d'apprentissage très 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 courts. Donc en ligne d'une façon générale, on fait jamais courir les gens plus vite. On fait circuler les informations, les produits, les données plus vite et on échantillonne plus fin, de façon à ce qu'on voit des problèmes plus petits. Donc là, c'est des illustrations pour des activités non récurrentes. En fait, je parle plutôt de différence entre du récurrent et du non récurrent qu'entre de la production et du développement. Parce que l'essentiel de la différence, il y a deux différences majeures. Il y en a une, c'est que les choses sont matérielles d'un côté et immatérielles de l'autre. Et puis la deuxième, c'est que les choses, on est plutôt en production sur des activités récurrentes, pas que, mais plutôt, et plutôt en ingénierie sur des activités non récurrentes, puisqu'on a de la créativité à faire, on a du développement. Et c'est cette récurrence qui fait la différence. Mais quand vous développez des bases de données que vous devez livrer tous les mois à un client, vous faites du récurrent. Ça ressemble beaucoup plus à de la prod. Et quand vous faites de la production de satellites où vous en sortez un par an, ça ressemble vachement à de l'ingénierie. Donc la question, elle est plutôt de savoir quelle est la récurrence de ce qu'on fait pour choisir les outils. Donc là, on voit des outils qui sont proposés pour faire du flux dans des activités non récurrentes. Il y a un outil qu'on appelle le pool scheduling. On va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette logique de flux tiré, on l'applique à tout ce qu'on fait. Et pourquoi on fait ça ?
pour une chose qui est l'objectif majeur, c'est de générer du Kaizen. Et qu'est-ce que c'est que le Kaizen? C'est le fait qu'on donne à chaque personne un espace de réflexion. Et cet espace de réflexion, on le génère par le fait qu'ils vont être capables de voir leurs problèmes et on va leur apprendre à travailler sur de la résolution de problèmes. Mais le mot résolution de problème, il faut l'entendre au sens le plus large du terme, c'est-à-dire un problème, c'est un écart entre ce que j'ai et ce que je voudrais. Donc ça peut être un problème qu'on trouve sur la ligne parce que tiens, j'ai pas mes composants aujourd'hui, je peux pas bosser, j'ai un problème, j'ai un écart entre ce que je voudrais et ce que j'ai, je vais travailler à le résoudre. Mais ça peut être aussi on a réussi à trouver la meilleure façon de travailler aujourd'hui. Maintenant, comment on va faire pour l'améliorer? Et j'ai un écart entre ce que je voudrais et ce que j'ai. Donc que ce soit de l'amélioration ou que ce soit de régler des problèmes, on parle au sens large des mêmes outils qui sont de réduire des écarts entre ce que je voudrais et ce que j'ai. Et ça, c'est une façon de générer chez tout le monde un entraînement permanent à réfléchir. C'est pas tous les petits problèmes qu'on règle au jour le jour. Bien entendu, c'est du gain, puisque quand un problème est réglé, c'est mieux. Mais c'est surtout un entraînement permanent du cerveau de chaque personne pour qu'il soit dans cette démarche. Donc au lieu de se dire « Ah, qu'est-ce que le chef peut faire pour moi ?» ou la qualité, ou le bon Dieu, suivant vos croyances, c'est de commencer par se dire qu'est-ce que je peux commencer de faire. C'est ça la logique de Kaizen. Et derrière cette logique de Kaizen, il y a tout un tas d'outils différents. Vous en avez cité certains tout à l'heure, mais en tout cas, c'est cette logique-là. L'idée, et ça rebondit sur la question que vous avez posée, c'est que ce qu'on veut, c'est que le travail de chacun, c'est work plus Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration, le fait de résoudre des problèmes et de s'améliorer fait partie du job. Et c'est pas un truc sur lequel on va imputer à côté après. Ça en fait partie. Et si ça en fait partie, c'est parce que au final, c'est beaucoup plus efficace. Ça fait partie des nombreux paradoxes du Lean, comme le fait de dire qu'il faut s'arrêter pour aller plus vite. Donc là, je vous ai mis des exemples d'outils de résolution de problèmes. À gauche, c'est quelque chose qu'on trouve en production. À droite, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans une équipe de développement. Pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, on a un système qui consiste à tirer et à s'arrêter chaque fois qu'on a un problème. Et chaque fois qu'on a un problème, on travaille à la résolution du problème. Et tout ça, c'est un système pour développer les compétences de tout le monde. Alors, l'autonomie. Quel est le rapport? En fait, le flux tiré, on voit que c'est un système visuel, que c'est un système qui fonctionne avec le Jidoka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux tiré si on s'arrête pas quand il y a des problèmes, c'est pas un truc qui marche tout seul, les deux sont complètement liés, et qui est là pour permettre aux gens de réfléchir. Donc en fait, ça donne aux gens l'espace de réflexion pour tout le temps essayer de savoir exactement ce qu'ils ont à faire, quand est-ce qu'ils sont pas bons, et qu'est-ce qu'ils doivent faire quand c'est pas bon. Avez-vous des questions? Non. Allons, allons, cherchez bien. En fait, ce que je vous dis là, même si je l'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de ligne sans flux tiré. Ça, c'est fait. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. J'ai la chance de pouvoir intervenir dans différentes entreprises de la région. Et ce discours, il a déjà été entendu. Flux tiré, lycée, c'est une base dans le just-in-time. On doit le mettre notamment... Alors là, on met en phase le côté apprentissage qui est véridique. Mais quand on a des sociétés qui sont dans des activités qui vont avoir 50 000, 60 000 articles, avec une grande diversité de produits qui sont déjà pas capables d'identifier les familles de produits. On n'a pas un flux, on est plutôt en make to order, mais au sens job shop, il y a un atelier de décolletage, où on sait pas trop où le mettre, donc on peut pas le mettre en tout cas dans la zone d'activité. Est-ce que vous auriez des recommandations? Il y en a quelques-uns là qui sont ici, qui pourraient se dire bon bah voilà, moi je vois, on a vu un exemple de flux tiré lycée dans un environnement qui est justement pas de production, donc ça montre que on peut garder le concept.
et en faire quelque chose. Mais est-ce que dans le cas où je suis dans du manufacturing, mais pas dans un environnement où j'ai une sorte de stabilité de production, Alors, si vous pensez qu'il y a de la stabilité de production chez Thales, je vais vous détromper tout de suite. Hein. On est dans ce cas partout chez Thales. Quand je vous dis qu'on fabrique des satellites, on fabrique aussi des radars qui sont grands comme le quart de cette pièce. Donc, on n'en fait pas non plus comme des petits pains. Hein, ils sortent pas. Donc, on a exactement la même chose. Juste un exemple. Et ce ne sont que des exemples, hein, mais sur les radars, par exemple, c'est un travail d'intégration qui dure 6 mois. Eh bien, les équipes ont travaillé à identifier ce que c'était qu'une demi-journée de travail et à lisser leur travail en modèle de demi-journée, de façon à être capable à la demi-journée de lever le doigt pour dire si quelque chose correspond pas à ce qui était prévu et qu'on rentre en résolution de problème. Ça a été un changement colossal, hein, parce qu'on était plutôt dans les trucs de t'inquiète, oui, ça c'est en retard, mais ça n'aura pas d'effet sur le jalon final. Hein, vous savez, la phrase qui me fait toujours autant rire. Et là, on a vraiment réussi à mettre du flux tiré sur ce genre d'activité. On a des productions, si on prend Vendôme, combien vous avez de références C'est piégeux de vous poser cette question-là, parce que si vous ne le savez pas par cœur, je vous piège, donc c'est pas sympa. Mais on est tout à fait dans ce que vous dites. Hein. À Vendôme, il y a des... j'ai l'habitude de dire qu'une usine, souvent, c'est comme une boulangerie. Donc, dans une boulangerie, vous avez les baguettes de pain. Celles-là, vous pouvez les faire en make to stock, mais petits stocks, parce que ça ne se garde pas. Par contre, tous les jours, vous les vendez. Vous avez les gâteaux qui sont plutôt en make to order, genre les galettes, les choses comme ça, ou les gâteaux d'anniversaire qui sont du pur make to order. Vous avez les gâteaux qui sont le dimanche, là, il y a des pics. Vous avez les biscottes que vous pouvez garder en stock longtemps, celles-là, ou les bonbons, et donc vous pouvez vraiment avoir en stock. Et une usine, c'est la même chose. Vous avez des typologies de produits différentes et vous allez travailler de façon différente. Mais nous, du make to order, on en mange tous les matins au petit déjeuner. Après, donner des conseils en 30 secondes, si je le faisais, ça serait quand même vraiment pas cool de ma part. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y arrive. Alors, il y a un lien fort avec ce qu'on a vu sur les dojos. Hein. Il y a un lien très très fort. Parce que c'est vraiment comment... il y a une des choses importantes de l'autonomie. Je suis en train de travailler en ce moment avec des patrons que j'interviewe pour écrire un bouquin sur la problématique du lean et des patrons. Et il y en a un qui m'a dit avant, je pensais que l'autonomie, j'avais appris ça dans les cours de management, c'était on leur laisse un domaine où on leur fout la paix parce que si on y va voir, on nous accuse de micromanagement. Et puis on s'occupe du reste. Et il m'a dit mais j'ai complètement changé mon point de vue sur l'autonomie. Il n'y a plus de périmètre réservé ou pas réservé à l'autonomie. Je passe mon temps à clarifier le quoi et à questionner le comment. Et on en revient à la question du quoi et du comment. C'est-à-dire que clarifier où on veut aller, mais pas les laisser se débrouiller tout seul pour y aller comme ça, mais à questionner. Tu t'y prends comme ça? Pour quelle raison tu t'y prends comme ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à tel cas? Qu'est-ce que tu gagnes à faire comme ça? Et à questionner en permanence les gens sur le comment pour qu'ils améliorent le comment en ayant parfaitement bien compris le quoi. Et c'est ça maintenant pour lui la définition d'autonomie. Je pense qu'on est assez proche de ça. Ouais. Sur le cas du pool scheduling, vous parlez beaucoup des gaps de connaissances, donc ce qui est en fait ce qui empêche la fluidité en fait du projet où j'ai besoin de comprendre ce qui va faire fonctionner telle opération, telle fonction. Comment vous capitalisez ces gaps de connaissances pour d'autres projets, dans d'autres activités, dans d'autres sites? Alors, deux choses. Premièrement, vous avez raison d'y revenir parce que dans le film, on parle de gap de connaissances. Alors, les ingénieurs, quand on leur parle de problèmes, ils ont mal, ils aiment pas. Donc, on parle de gap de connaissances. C'est juste la même chose. Hein. C'est juste un écart entre ce que je voudrais et ce que j'ai. Et particulièrement en ingénierie, pour combler l'écart, il faut que j'apprenne des trucs. Donc, j'ai des gaps de connaissances. Hein. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Rappelez-moi à la fin de votre question parce que je m'apprêtais à y répondre. Mais c'est ces gaps de connaissances qu'on arrive à combler. Ah oui, capitalisation. Comment on les capitalise. Alors, il y a un fantasme managérial que je m'efforce de tuer avec de grandes difficultés. C'est le fantasme de la best practice. C'est-à-dire, puisque eux ont fait ça vachement bien, tout le monde va le faire à partir de dorénavant. Et juste 99 fois sur 100, ça ne marche absolument pas.
Et les gens vous disent, oui, mais chez nous, c'est pas pareil. Et là, les chefs disent, ah, il faut faire du change management parce qu'ils veulent pas changer. Et personne se dit que, en vrai, ils ont peut-être pas tort. Chez eux, c'est pas pareil. Et on en revient à ce que c'est qu'un standard, tel qu'on en a parlé au travers des dojos, et un standard en ligne, en particulier sur les standards de travail, ce sont les meilleures façons de travailler connues à un moment donné, dans une équipe donnée, dans un contexte donné. Donc on passe son temps à les améliorer, et on passe son temps à les changer, parce que la même équipe, demain, elle aura autre chose à faire. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et les bonnes pratiques qui vont être adoptables par tout le monde sont finalement assez rares. Deuxième réponse à votre question, dans tout ce qu'on apprend en résolution de problèmes, on essaie de mettre de l'intelligence sur ce qui mérite d'être capitalisé et ce qui ne le mérite pas. Parfois, quand on fait de la résolution de problèmes techniques, on va apprendre un truc vachement intéressant. Et là, on se dit, là, ça vaut la peine. Donc, on a un formalisme toujours de A3, de fiches qu'on appelle des knowledge briefs, sur lequel on va essayer, on va formaliser la connaissance décontextualisée du problème qui était dans un contexte donné. Et après, ces knowledge briefs servent à capitaliser. Mais il y a plein d'autres façons de capitaliser. C'est-à-dire que si on pense que les gens vont aller chercher dans des bases de données les trucs que les autres ont appris avant eux, on perd beaucoup d'énergie et on fait gagner beaucoup d'argent aux marchands de bases de données. Vous savez qu'à la ruée sur l'or, les seuls qui ont gagné des sous, c'est les marchands de pelles. Hein. Et la capitalisation, les seuls qui gagnent des sous, c'est ceux qui vendent des bases de données. Donc, on travaille beaucoup plus sur le partage, le fait de mettre des écoles, le fait de mettre des moments d'échange, le fait de présenter ces fameux knowledge briefs, et comment on capitalise autrement que dans des documents à lire, mais par exemple dans des courbes, dans des modules de design qu'on va réutiliser, dans des choses comme ça. C'est un sujet difficile, hein, quoi qu'il en soit. Le retard du début. Merci Cécile. Je pense Merci beaucoup.